Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, vous avez suivi comme moi dans la vidéo précédente que le, la couverture santé universelle que le gouvernement camerounais a mis sur place, ou alors la couverture santé universelle dont le gouvernement camerounais nous parle, n'est qu'un leurre. Alors, aujourd'hui, nous allons donc écouter le docteur Ze Albert et le docteur Apollinaire Oko nous édifier par rapport au mécanisme, n'est-ce pas, de mise en place de cette couverture santé universelle et comment, n'est-ce pas, il faut aller trouver de l'argent pour pouvoir le faire. Et où principalement on peut, n'est-ce pas, trouver les différents mécanismes par lesquels on peut, n'est-ce pas, trouver de l'argent. Pour le docteur Zeu, la première niche où nous pouvons trouver l'argent pour le financement de notre couverture santé universelle est la réduction du train de vie de l'État. Waouh! Est-ce que nos papis et nos mamies qui sont dans le gouvernement accepteront de réduire leur train de vie pour pouvoir satisfaire au peuple, aux besoins du peuple camerounais? Ça, j'en doute. Alors, je pense pas que, comme l'a dit le docteur Apollinaire Oko, que ce gouvernement soit capable, n'est-ce pas, de mettre en place cette couverture universelle, cette couverture santé universelle pour le peuple camerounais. Alors, toi qui me regardes, like, partage, abonne-toi et n'oublie pas d'aller t'inscrire sur les listes électorales. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin et tu seras mieux édifié. Bonne écoute. Ça veut dire que si on a identifié 182 maladies, on va dire que choisissons-nous dans les 182 maladies? Est-ce que c'est les maladies les plus fréquentes? C'est un critère de choix, ce qu'on appelle le profil de morbidité. Tout à fait. Sachant que bon, si on prend les 3 ou 4 maladies les plus fréquentes, on sauve le plus grand nombre de Camerounais. Est-ce que c'est les maladies qui tuent le plus, celles qui ont un taux de mortalité le plus élevé? Donc, il y a des critères qu'on peut choisir. Une fois qu'on a identifié donc 2, 3, 4 maladies, elles sont donc celles qui sont retenues dans le panier opérationnel pour être pris en charge par la CSU. On va encore faire un travail supplémentaire. Je ne sais pas si ça a été fait jusqu'ici, mais je n'ai rien entendu là-dessus, qui consiste à faire quoi? Il faut qu'on soit concret pour que les Camerounais nous écoutent. Tout à fait. Je vais prendre des exemples concrets. Oui. Prenons le paludisme. Nous sommes en contexte endémique du palu. Si on dit par exemple que le paludisme est une maladie qu'on retient dans la CSU au Cameroun, on va dire il nous faut définir le protocole diagnostique qui sera pris en charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maladie qu'on appelle le paludisme peut être diagnostiquée par 3, 4, 5, 6 moyens différents. Sur les 5 ou 6 moyens différents qui sont disponibles sur le marché, nous ne nous engageons que pour une ou deux méthodes. Par exemple, ça veut dire que si un Camerounais vient à l'hôpital et qu'il opte pour cette méthode-là, il est couvert. Tout à fait. Mais s'il opte pour d'autres méthodes, il n'est plus couvert. Parce que l'État ne s'est pas engagé pour ces méthodes-là. Ensuite, il y a la prise en charge elle-même. C'est-à-dire quand il vient se faire soigner à l'hôpital. Le paludisme a plus de 20 molécules actuellement qui peuvent le traiter. L'État peut dire, bon, je m'engage pour une ou deux molécules. Sachant que si vous venez à l'hôpital et que vous voulez être traité par cette molécule-là, eh bien, vous serez pris en charge. Parce que l'État s'est engagé préalablement à financer ces molécules-là. Mais si vous prenez une autre molécule qui n'est pas dans celle pour laquelle l'État s'est engagé, vous payez de vous-même. C'est ce travail-là, technique préalable, qu'il doit faire. Que c'est quand il est fait que l'État verra que, bon, pour le paludisme, nous avons par exemple, je dis n'importe quoi, 200 000 cas peut-être par mois. Oui. En finançant les diagnostics, bon, la facture sera peut-être à 1 milliard ou 2 milliards. En finançant le traitement, nous serons peut-être à 5 milliards. On a commencé à le dire tout à l'heure. Il faut avoir rempli les cases des préalables. Quand vous avez rempli, vous vous engagez dans c'est comme un match de football où l'arbitre, avant de siffler au début du match, ne s'assure pas que chaque équipe a 11 joueurs de football. Donc, le préalable, c'est quoi? C'est il faut changer le cadre institutionnel. Il faut qu'on passe d'un pays où rien ne parle de CSU dans les textes à un pays où on parle désormais de CSU. Le cadre juridique. Quand on l'a fait, c'est un pas important. Il faut que sur le plan technique, on ait défini ce sur quoi l'État s'engage. Parce que je vous l'ai dit, aucun État au monde ne finance la totalité des maladies, j'allais dire, portées par ses habitants. Personne ne le fait. L'État s'engage sur la base de critères épidémiologiques parce qu'il veut atteindre une cible particulière. Oui. Peut-être veut-il réduire les gens qui sont malades de la maladie la plus importante parce que peut-être ça fait un manque à gagner sur le plan économique, les travailleurs qui sont malades. Peut-être veut-il s'attaquer aux maladies qui sont qui ont un taux de décès le plus élevé. C'est les critères. Il choisit. Une fois qu'il a choisi, il n'en choisit jamais plus de 10 quand il est sérieux, pour un départ en tout cas, eh bien, il se lance dans pour ces maladies-là. Donc, il faut qu'un travail technique soit fait. S'il a été commencé, qu'il soit poursuivi jusque-là, parce que là, l'État saura que voici les maladies pour lesquelles je m'engage.
il n'y a pas que ça. Maintenant, il faut que l'État soit capable de lever le financement nécessaire. Oui. Et c'est la bête noire des systèmes de santé. En 2022, par exemple, la France avait une dette intérieure qui était redevable à la CSU de 60%. C'est-à-dire que la masse de la dette française était due à la CSU. Oui. C'est pour dire que même des grands pays avancés, développés, industrialisés, lorsque les choses ne sont pas bien faites, vous pouvez vous engager dans un gouffre financier. Il faut donc, avant de vous lancer, de savoir comment vous financez. Est-ce que vous allez faire comme tout le monde, à savoir par exemple un système de taxation qui consiste par exemple à dire que bon, pour les citoyens ordinaires, voici le montant. Pour ceux qui ont un revenu à un niveau, voici le montant. Pour les entreprises nationales, pour les petites entreprises, pour les multinationales, quand vous avez donc fait ça, vous avez là une source de financement de vous engager. Mais la question concrète, c'est est-ce que le Cameroun aujourd'hui, en l'état actuel de nos finances publiques, de nos performances budgétaires, peut le faire? J'ai des raisons objectives de penser que c'est difficile, voire même impossible. Pourquoi? La dette camerounaise aujourd'hui est à plus de 13 000 milliards en 2024. Dans cette dette-là, vous avez un engagement que l'État s'est fait presque chaque année depuis 2-3 ans de mobiliser plus de 2 000 milliards pour le remboursement de la dette. Comment un État qui est donc préoccupé par le remboursement de sa dette par ses créanciers à l'international pourra dans le même temps mobiliser assez de ressources pour financer la couverture santé universelle? C'est difficile. Tellement difficile qu'aujourd'hui, si vous suivez notre actualité économique, le Cameroun va s'endetter, va contracter de nouvelles dettes pour payer les anciennes dettes. Donc quand vous avez ce type de choses dans un pays, objectivement, vous pouvez douter sur la capacité pour l'État à mobiliser les fonds. Et quand on parle de CSU, ce n'est pas 200 millions, ce n'est pas 500 millions, c'est des milliers de milliards. Tout à fait. Oui, donc c'est beaucoup d'argent mobilisé. Est-ce qu'il pourra donc le faire? Je ne sais pas. Il n'y a pas que ça. Il y a également la capacité pour l'État à faire face à un changement qui est en train de se produire depuis que le nouveau président américain est arrivé. Donald Trump est en train de retirer les financements américains de beaucoup de fonds internationaux. Par exemple, au niveau du Fonds mondial, il est en train de retirer le financement américain. Or, les États-Unis sont le prêt financier du Fonds mondial. Comment fera un pays qui en plus a eu le manque d'honnêteté de présenter par exemple la prise en charge du paludisme chez les enfants de 5 ans comme étant une affaire camerounaise, alors qu'elle n'est pas camerounaise, c'est une affaire pilotée par le Fonds mondial, lui-même financé par les États-Unis. Donc pour moi, il y a beaucoup de raisons de rester sceptique. Je crois qu'il faut des réponses fondamentales qui, qu'on le veuille ou pas, doivent être politiques. Parce que la question c'est, est-ce que même un régime comme celui-ci, dont on sait qu'il est empêtré dans les problèmes de gouvernance, vous avez lu tous, comme les Camerounais qui nous écoutent, le rapport de la Chambre des comptes sur la gestion du Covid. Est-ce qu'un tel régime comme ça, qui a une certaine moralité publique, entre guillemets, est capable de gérer une cagnotte de milliers de milliards pour la CSU? J'ai des doutes. Et donc pour moi... Donc on va y revenir. Je voudrais appuyer déjà la question des préalables pour la santé universelle. Il faut savoir une chose, c'est que, comme je le disais dès le départ, nous avons 2 dimensions. Et il faut que les gens comprennent que la couverture santé universelle n'est pas un mythe qu'on a créé du jour au lendemain. La thème de la couverture santé universelle, c'est juste mettre en place des systèmes de santé fonctionnels, tels que prescrits. Je l'explique tous les jours de manière simple. Quand je parle de couverture santé universelle, je vous ai montré qu'il y a 2 dimensions. Il y a l'accessibilité physique et l'accessibilité financière. Quand vous regardez la définition des objectifs d'un système de santé, vous avez les 2 premiers objectifs qui cadrent avec l'accessibilité physique et le dernier objectif qui est la protection financière des patients qui cadre avec l'accessibilité financière. Donc, il n'y a pas véritablement quelque chose de mystique. Tout ce qui est, en fait, parler de couverture santé universelle revient juste à mener l'exercice de mettre en place des systèmes de santé fonctionnels et de manière optimale, responsable et efficace. Alors, donc, il nous faut déjà réfléchir dans ce sens où nous devons avoir un système de santé qui est solide, efficace et bien géré. C'est très important. Et généralement, la confusion qui existe souvent entre couverture santé universelle et couverture maladie universelle, c'est parce que nous essayons toujours de copier les Français. Exactement. Vous allez voir, lorsque vous discutez avec un expert français, il va vous parler de couverture santé universelle en termes de couverture maladie universelle, qui n'est qu'une étape de la couverture santé universelle. Pourquoi? Parce que eux, ils ont déjà fini la première étape de la mise en place
d'un système de santé qui est fonctionnel et qui est responsable et efficace. La preuve, la France a eu la première place en termes de performance de leur système de santé dans le monde en l'an 2000. Donc c'est un système qui est déjà suffisamment bien construit. Tout ce qui leur reste maintenant, c'est de pouvoir permettre à ce que leur population bénéficie de manière optimale de ces soins de santé. Par contre, nous avons encore tout à construire. C'est là le problème et c'est ce qui demande donc davantage plus de financement. Et c'est pour cela qu'il y a de cela quelques années, en 2017, quand je parle de la question du financement, oui, j'ai participé justement à l'estimation des fameux 1300 milliards qu'il fallait pour la question de la couverture santé universelle au Cameroun. Vous comprenez que 1300 milliards, ça ne se cherche pas en un jour. Tout à fait. Ça ne se cherche pas en 10 jours. Ça a été échelonné sur 11 ans à partir de 2018. On se disait qu'en 2029, 2030, on pourra déjà avoir quelque chose. Maintenant, comment mobiliser? Il y avait effectivement dans le cadre de la stratégie de financement de la santé que nous avons élaborée, il y avait des canaux par lesquels on pouvait passer. Mais il faut le dire ici clairement, que le premier canal par lequel il faut passer aujourd'hui pour chercher de l'argent pour la santé, c'est la réduction du train de vie de l'État. Ça, il faut le dire. C'est la première chose. Oui. Vous avez vu, ça circule dans les réseaux sociaux, le budget de fonctionnement du gouvernement camerounais est à plus de 5 000 milliards en 2025. Qu'est-ce qu'on met dans ce fonctionnement? Des gens qui ont des véhicules de luxe, qui en ont 1, 2, 3 véhicules de luxe, avec le carburant qui va. Oui. C'est pour cela que je dis, l'aîné, il a plutôt... Parce que c'est ça le problème. C'est que les gens fuient le vrai débat. Vous vous imaginez, si on réussit donc, dans ce fonctionnement-là, dans ce budget de fonctionnement, à réduire par exemple de moitié, seulement de moitié, vous voyez qu'on a plus de 2500 milliards, je pense que ça va être dans les 2750 milliards, qu'on peut effectivement verser dans la couverture santé universelle. Sachant que la programmation qui avait été faite en 2017, lors du calcul de 1300 milliards, exigeait ou alors demandait que on aille vers des financements échelonnés, c'est-à-dire que par an, on devait mobiliser dans les 350 milliards. Vous vous imaginez donc que si aujourd'hui, nous avons pratiquement 2750 milliards pour une seule année, vous voyez ce qu'on peut faire avec? Mais les gens fuient ce débat parce qu'effectivement, c'est chacun qui veut garder effectivement son cadre de vie, oui, son petit luxe, et penser que maintenant on peut courir vers d'autres niches qui peuvent créer d'autres problèmes. J'explique tout simplement. Je ne suis pas pour les médicaments de la rue, mais il y a un problème sérieux au Cameroun, oui, à ce niveau-là. C'est que la majeure partie des médicaments que nous utilisons viennent de la rue. Ça, il faut le dire, tout le monde connaît là où tout le monde se ravitaille. Donc, aller taxer là-bas, et quand on sait déjà, effectivement, que nous avons 90% des médicaments que nous utilisons qui viennent de l'extérieur. Donc, on n'a pas véritablement, on n'a pas un modèle industriel qui permet de produire assez. Donc, aller taxer ces entités-là revient tout simplement à asphyxier davantage le consommateur, le patient. Donc, vous voyez bien que eux, ils ne cherchent que des solutions qui arrangent leur vie. Leur corporation aussi. Voilà, et sans toutefois penser au bien-être du patient et des consommateurs. Donc, aujourd'hui, il est question, premièrement, de réfléchir à comment réduire, et tout le monde le sait, lorsque vous êtes dans votre ménage et que vous avez un projet, vous avez des difficultés financières, la première des choses, c'est que vous réduisez votre manière de vivre, oui, pour que vous puissiez... Pour ne pas être asphyxié. Exactement. Alors, est-ce que l'autre préalable aussi, le docteur Oko,